farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Il s'agit donc du 13e numéro de ce calendrier, j'espère qu'il nous portera chance. De toute façon, on va parler de Gen 13. Vous avez vu comme c'est bien fait? C'est comme si quelqu'un y avait réfléchi. Pas longtemps, mais quand même. Gen 13, une série créée par Jim Lee et Brandon Choi sous le label Wildstorm, nous raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents au pouvoir génétique actif. Ce qui est une façon de dire mutant sans le dire, hein, ils ont pas vraiment les droits. Qui sont invités sans trop leur demander leur avis dans une base semi-laboratoire, semi-prison, histoire de mieux les protéger / étudier. Enfin, c'est le début, bien sûr la situation évolue par la suite. Mais pour le numéro qui va suivre, on s'en fiche un peu, car on va suivre une version alternative, les Mini Gen 13. Bref, c'est les mêmes mais en plus petits, un peu du même genre Little Gotham, Little X-Men ou même les Muppet Babies. Enfin, vous voyez le principe quoi, c'est pas la première fois qu'on vous fait le coup non plus. On va donc se plonger dans Gen 13 A Christmas Caper de Tom McWhinney. L'histoire commence par une mise en contexte. Les gouvernements font la guerre, les scientifiques scientifisent, les espions espionnent, les gardes gardent, bref, c'est la merde. J'adore à quel point toutes ces activités, normalement super sérieuses, ont l'air infantiles et puériles. À cause de la représentation, ça fait du bien, surtout en ce moment. Il n'y a apparemment dans ce monde qu'un seul havre de paix. La base secrète où les 5 mutants de Gen 13 montent un sapin sous l'œil d'Helga, leur mentor. Enfin, seulement 4 d'entre eux, car le 5ème, Grunge, vient de terminer son plan secret spécial Noël. Sans déconner, surveillez-le bien celui-là. Je veux dire, on dirait de la vraie graine de super vilain. À crier comme ça d'un coup, à faire des super plans bizarres. Non. Jetez un œil dessus. Il se trouve donc que Grunge a réussi à calculer l'heure exacte de l'arrivée du Père Noël, ce qui déclenche l'hilarité de sa camarade Fairchild. Et son plan est donc d'être le premier à filmer le Père Noël et d'ainsi devenir riche et célèbre. Ce qui a l'air cool comme plan gamin. Seul petit problème, tu es prisonnier du gouvernement en tant que cobaye. Comment est-ce que tu comptes pouvoir communiquer avec le monde extérieur et surtout envoyer une putain de vidéo? Mais il est l'heure d'aller se coucher, comme le rappelle leur mentor, et Freefall décide de laisser du lait et du cookie pour le Père Noël, sous la garde de son nounours Teddy. Sauf que le nounours Teddy est truffé de micros et de caméras pour le compte du baron. Je trouve ça assez intéressant, cette propension dans la pop culture à avoir des tonnes d'ennemis d'origine aristocratique. C'est sans doute un reste des romans de KPDP, hein, qui ont pas mal influencé quand même tout le business. L'on voit ensuite le baron vérifier l'intérieur d'une cuve qui semble assez agressive, puis vérifier sa source de motivation, son seul échec, qui est une salle remplie de 61 bouts de charbon mis sous cloche, chacun daté d'une année. Attendez, ce serait... Non. Non. Ce serait trop con, non. Donc, quand le Père Noël arrive, les équipes du baron semblent vouloir l'attraper. Et bien évidemment, la rencontre aura lieu dans la base de Gen 13. Oh bah ça alors, mais quelle coïncidence! Alors là, c'est follement impromptu. Je ne l'avais pas vu du tout arriver. Ah, et au passage, jolie boule, mec. La bagarre dégénère un peu au moment où le Père Noël met le pied sur un skate qui traîne. Papa Noël et ses lutins sont donc hors jeu. Vous voyez les enfants, c'est pour ça qu'il faut ranger votre chambre, pour que le Père Noël ne se fasse pas attraper par des vilains commandos. Tu peux parler vu le bordel que t'as laissé dans l'appart. Tant que la caméra filme pas derrière, ça n'existe pas. Helga, leur mentor, est réveillée par le bruit. Elle comprend de suite en entrant que des commandos étaient là. Et que Grunge et Freefall, qui filmaient le Père Noël, ont disparu.
Dans leur base secrète où se trouve le reste des personnages, l'on apprend que le vilain baron est à la recherche de la liste des enfants vilains ou gentils. Non, là... Non. La justification, ça peut pas être ça, ce serait... Non, je veux pas y croire. Bon, Grunge tente de la voler, cette liste, mais se fait assommer, et lui et les lutins, Freefall et Papa Noël finissent enfermés dans une cellule, mais Helga et les autres enfants arrivent pour les sauver. Et comment ils ont fait pour les trouver? Une explication? Quelque chose? Non. Il se trouve aussi que le baron a travaillé sur le projet Gen 13 et qu'il a donc créé une créature capable de poutrer ces petits mutants. Ce qui arrive. Il ne reste donc que Helga qui n'a pas de pouvoir. Pour la sauver, le Père Noël en chante un peu de Guy et rend les deux fous amoureux l'un de l'autre. Je veux pas voir la tête des gamins, moi. Cerveau, arrête d'imaginer ça tout de suite. Le but du baron est entre-temps révélé. Il veut changer le but de la liste et que les gentils reçoivent le charbon en présent, tandis que les vilains ne reçoivent que présent. Quand bien sûr toute la troupe débarque pour l'arrêter. En pétant le toit, bien sûr. C'est plus pratique, je suppose. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais été aux trousses d'un baron qui voulait détruire Noël, Enfin, je crois pas. Le baron s'enfuit avec la liste, mais il se trouve que Grunge, quand il a mis la main dessus il y a quelques pages, a échangé la vraie liste avec son super plan de Noël. Bon bref, ensuite il y a une grosse baston de 10 pages et la partenaire du baron meurt écrasée par le sac de cadeaux. Ouch! Ça doit faire mal. Genre beaucoup. Le baron gueule donc sur le Père Noël, comme quoi tout est de sa faute et qu'il ne lui a jamais montré la moindre gentillesse et qu'il n'a reçu toute sa vie que les morceaux de charbon destinés aux vils garnements. Ah, bah si, c'était ça le scénario. Je voulais pas y croire, mais c'est ça. Le Père Noël ne comprend pas, vu que le baron n'est apparu sur la liste des vilains qu'à partir de ses 35 ans. Il décide donc de regarder le passé via une boule de neige. Ah non mais moi je me pose plus de questions sur le Père Noël dans les comics. Le 3e numéro me le présentait avec un flamant rose, moi depuis... On apprend donc qu'il s'agit du père du baron qui a intercepté les cadeaux à chaque fois, brûlant les présents et les remplaçant par du charbon, afin de pouvoir modeler son fils comme il le souhaitait. Le baron change donc d'avis et ordonne à tous ses commandos d'aider à la distribution des jouets pour compenser tout le temps perdu avec cette histoire. Tout est bien qui finit bien, et l'histoire se termine sur le baron qui rentre extrêmement dépité dans sa base pour découvrir finalement que tous les morceaux de charbon se sont finalement transformés en jouets. Fin. Un comics qui m'a bien plu. Je sais que j'ai fait diverses remarques ici et là, mais c'est à cause du style si vous voulez. Le style est semi-réaliste, semi-absurde, toujours le cul entre deux chaises, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas s'il doit faire rire ou pas, il ne sait pas s'il doit vous amener dans une histoire exaltante ou s'il doit vous faire juste profiter. Sinon, les dessins sont bons, même si des fois les muscles des enfants sont très bizarres. Mais bon, c'est toujours le problème de ne pas avoir choisi entre réalisme et absurde. En tout cas, si vous tombez dessus, lisez-le, il est cool. Et une bonne grosse partie du reste de Gen 13 aussi d'ailleurs. Et surtout les enfants, profitez de votre dimanche à arranger votre chambre. On ne voudrait pas qu'il arrive malheur à notre Père Noël chéri tout de même.